Donc, je vais passer la parole maintenant à l'OMS, à M. Stéphane Van Damme du bureau de l'OMS à Bruxelles, pour nous parler des stratégies mises en œuvre par son organisation dans les pays affectés. Monsieur Van Damme, vous avez la parole pour 6 minutes. Merci Madame la Présidente. Votre Excellence, Monsieur le Secrétaire Général des ACP, Excellences, chers collègues, je voudrais aussi utiliser une présentation qui sera en anglais, mais je vais m'exprimer en français. Donc effectivement, nous faisons face à la plus grave épidémie de virus Ebola jamais vue auparavant dans l'histoire, avec localisation multiple dans les grandes villes, dans les ports. C'est également la première fois que la maladie touche cette région d'Afrique de l'Ouest. Il faut savoir qu'il y a 22 millions d'habitants qui vivent dans cette région où pour l'instant la transmission du virus est très active. Slide, next one. Donc, le problème aussi est plus complexe parce que dans ces 3 pays de l'Afrique de l'Ouest, c'est aussi là que les systèmes de santé font face historiquement à un lourd profil épidémiologique. C'est-à-dire que si on pense par exemple à l'incidence de la malaria, vous allez voir que dans ces 3 pays, en fait, l'incidence de la malaria est la plus élevée par rapport à la région africaine, mais aussi par rapport à l'incidence globale. Et ça s'applique aussi pour des indicateurs comme la mortalité infantile en dessous de 5 ans et le taux de mortalité maternelle. Donc nous avons affaire à des systèmes de santé qui sont déjà face à de grands défis en temps normaux. Next slide. Donc au 15 octobre, nous avons recensé 8 973 cas et 4 484 décès dans les 3 pays où le virus est le plus répandu avec haute transmission. Malheureusement, nous pensons aussi que c'est une sous-évaluation du nombre de cas réels pour différentes raisons, comme vous pouvez bien le comprendre, avec le système de surveillance qui n'est pas optimum, et aussi la relation entre la capacité de laboratoire de détecter et de confirmer les cas, et aussi tous les cas qui ne sont pas rapportés dans des centres de santé ou par la communauté. Minute. Aussi, on peut voir sur cette image qu'en fait, les cas récents dans les 21 jours précédents, le 15 octobre, voilà, on voit 31%, ce qui veut dire qu'on a un tiers de nouveaux cas dans les dernières 3 semaines. La suivante. Donc l'épidémie, en fait, se répand de façon exponentielle, avec le nombre de cas qui double approximativement plus ou moins toutes les 3 semaines pour l'instant. La situation en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria continue de se détériorer, comme on peut voir sur le graphique épidémiologique qui est devant vous. Prochaine dia. Malheureusement aussi, le personnel de santé paye également un lourd tribut dans la lutte contre Ebola. Plus de 400 d'entre eux ont été infectés et nous déplorons 230 décès. Prochaine slide. Voilà, alors notre objectif, disons la communauté internationale, avec les pays concernés, bien sûr, est d'arrêter la progression d'Ebola dans les 6 à 9 mois prochains. C'est possible si on agit rapidement et massivement. La réponse massive internationale est en train de se déployer, notamment avec l'établissement de la mission des Nations Unies pour la lutte contre Ebola, UNMER, donc au Ghana, qui a été effectivement opérationnelle depuis le 1er octobre. Comment travaillons-nous ensemble? Quelle est la coordination? Donc, au sein de la mission UNMER, l'OMS est responsable pour la stratégie globale du secteur santé et fournit l'expertise technique au sein de la mission. En ce sens, le plan de route de l'OMS reste valable, qui avait été établi au 28 août 2014, pour guider la stratégie dans le secteur santé, avec 3 objectifs tout à fait principaux. Le premier, c'est atteindre une couverture géographique complète, en incluant des activités complémentaires qui n'étaient pas présentes au début, dans les pays à haute transmission du virus et là où il est le plus répandu. Le deuxième objectif, c'est assurer la mise en œuvre immédiate et urgente d'intervention de réponse dans les pays où il y aurait un premier cas ou avec transmission locale, ce qui a été le cas par exemple au Nigeria et au Sénégal. Et enfin, le troisième objectif, qui nous concerne tous,
renforcer les mesures de préparation à l'urgence et pouvoir rapidement détecter et répondre à l'exposition du virus, particulièrement dans les pays partageant des frontières avec les 3 pays les plus concernés, mais aussi dans les pays où nous avons des centres de transport internationaux. Prochaine. Donc ce plan de route de l'OMS tend la stratégie, en fait sous-tend la stratégie de la mission Une mer pour combattre Ebola, qui, outre la stratégie sanitaire, comporte également de solides moyens logistiques et opérationnels. Et leur stratégie, notre stratégie, s'articule autour de 5 objectifs. Arrêter l'épidémie, traiter les malades, assurer les services essentiels, préserver la stabilité et prévenir une nouvelle épidémie. Il y a 13 actions critiques qui ont été définies pour atteindre ces objectifs. Je ne vais pas les énumérer ici. Très récemment, nous avons mis un micro-plan d'action de 3 mois qui vient d'être mis au point, pour lequel nous avons l'objectif de voir une diminution du nombre de cas dans les 90 jours. On appelle ça le 70-70-60, donc 70%, 60%, parce que ça veut dire qu'il faudrait atteindre 70% des cas qui devraient être traités et gérés correctement, et 70% des enterrements qui devraient être faits de manière sécurisée. Et ça en ayant les 60 jours, à partir du 1er octobre. Donc c'est pour essayer de mettre aussi des indicateurs et suivre l'évolution de la réponse. Prochaine. Maintenant, quelles sont les priorités pour contrôler l'épidémie? Une des plus grandes priorités est d'avoir suffisamment de centres de traitement Ebola et le personnel, évidemment, pour le faire fonctionner. À présent, nous avons 16 centres qui sont opérationnels, alors qu'il en faudrait 50. 30 sont en construction avec des équipes médicales déjà identifiées. La suivante. Ici, vous avez une dia qui vous montre le nombre de lits qui seraient nécessaires par rapport à l'urgence de cette épidémie, et donc aussi le manque à combler. Et on peut voir effectivement que dans pays comme au Libéria, on est seulement à 23% de ce qui est requis pour pouvoir lutter efficacement contre la maladie. La suivante. Aussi, le personnel est évidemment quelque chose de très critique, et nous avons besoin de 1000 internationaux et 20 000 nationaux dans les pays touchés pour en venir à bout. Il faut savoir que travailler sur le terrain, comme vous le savez, est très difficile, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Et donc aussi, nous avons un besoin de grande rotation de ce personnel. Et j'en profite d'ailleurs pour saluer le travail remarquable de partenaires comme Médecins sans frontières et la Fédération internationale de la Croix-Rouge. Il faut aussi, comme on l'a déjà mentionné, assurer les meilleurs standards de qualité de soins et leur évacuation éventuelle, parce que ce sont des gens qui viennent volontairement dans la région. La suivante. Il y a d'autres priorités. Du point de vue de capacité d'analyse de laboratoire, il y a maintenant 11 laboratoires opérant à plein régime. Il reste cependant, comme je l'ai dit au début, à bien intégrer les résultats qu'on a au laboratoire dans les systèmes de surveillance clinique. Une autre priorité consiste aussi, bien sûr, à accroître le suivi des contacts de personnes infectées afin de rompre la chaîne de transmission. Et l'engagement accru des communautés locales est également essentiel afin de réduire la transmission du virus en isolant les cas, en détectant les cas suspects, ainsi qu'en procédant à des pratiques funéraires sans danger de contamination. La mobilisation sociale reste évidemment primordiale, ainsi que les aspects d'hygiène, de sanitation et d'eau. Mais je suis sûr que ma collègue d'UNICEF en parlera plus longuement dans la session suivante. La dia suivante. Merci. Voilà, ça c'est une carte, bon, c'est pas facile à lire d'ici, mais c'est une situation au 8 octobre qui montre la situation en termes disponibilité de centres de traitement, de centres de référence, de laboratoires, de suivi des contacts, des enterrements sécurisés, de la mobilisation sociale. Et donc il y a un petit carré pour chaque action que je viens de décrire. Et idéalement, tous les petits carrés que vous voyez là devraient être tous verts. Et certainement pas rouges, comme c'est le cas pour l'instant dans encore beaucoup de places, malheureusement.
la dia suivante. Mais il y a aussi d'autres défis à relever, notamment concernant la gestion de cette crise, parce que nous avons une multitude d'acteurs sur le terrain, ce qui est très bien, mais aussi il faut savoir que la plupart d'entre eux n'ont jamais fait face à une crise Ebola et donc n'ont pas l'expérience requise. D'autre part, souvent, tous les acteurs ont des plans opérationnels internes qui ne sont pas nécessairement en ligne avec le plan général de UNMER et de la feuille de route de l'OMS. Donc ça demande beaucoup de coordination et beaucoup d'harmonisation, ce qui demande aussi des gérants de crise expérimentés, non seulement au niveau des capitales des pays, mais aussi en périphérie. Voilà. Et la suivante. Et je crois qu'aussi, malgré le caractère multisectoriel de cette crise, il faut rester d'abord concentré sur la réponse dans le secteur santé, avant toute chose. Et voilà le site de l'OMS pour d'autres informations complémentaires. Je vous remercie pour votre attention.